Salam alaikum, Zul Fallaouen, alhamdoulilah, rakoum gar bkhair. Voilà, c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai publiée hier sur les enfumades en Algérie, sur le journaliste courageux Jean-Michel Apathy, qui avait dénoncé justement les actes ignobles de la colonisation française, notamment les enfumades dans la région de Chlef en 1844-1845. Et je vous avais parlé aussi du philosophe français, le philosophe le plus riche du monde, Michel Onfray, qui avait traité le Maroc d'État voyou, qui était favorable, qui est toujours favorable à la décolonisation du Sahara occidental, c'est-à-dire à l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, et qui était même favorable à discuter avec l'Algérie pour parler des problèmes d'immigration en France. Donc ça, c'était 2023-2024. Et tout d'un coup, il y a quelques jours, le même philosophe qui disait du bien de l'Algérie s'est complètement retourné contre l'Algérie en disant que le danger, ce n'est pas la Russie, c'est l'Algérie. Le danger est algérien. Voilà ce qu'a dit le philosophe français le plus riche du monde, qui a publié plus de 100 livres, qui a une surface intellectuelle colossale, qui s'était même rendu en Algérie sur les traces d'Albert Camus, et il en avait fait un livre qui s'appelle L'ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus aux éditions Flammarion. Alors, je vous disais lors de la précédente vidéo, comment se fait-il que l'Algérie, qui avait un prestige absolument phénoménal dans les années 60, dans les années 70, dans les années 60 pour avoir sorti le colonialisme français, dans les années 70 pour avoir soutenu tous les mouvements de libération nationale dans les 4 coins du monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe avec l'IRA irlandais. Comment se fait-il qu'après tant d'exploits diplomatiques avec la libération des otages américains au Vietnam et en Iran en 81, comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'est pas capable de saluer, mais de façon concrète, pas simplement de façon artificielle, des journalistes comme Jean-Michel Apathy? Voilà, que je retrouve sa photo. Voilà, Jean-Michel Apathy. Normalement, on doit l'honorer, l'inviter, organiser des conférences pour justement exercer le fameux soft power dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, le fameux soft power, le Quwwa Na'ima en arabe. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à inviter Michel Onfray à s'expliquer? C'est vrai que parfois il critique l'Algérie, il critique le régime algérien, mais ce type de profil philosophique, on ne l'achète pas avec de l'argent. Ce type de personnes, il faut les convaincre intellectuellement. Et alhamdoulilah, en Algérie, nous avons des brillants intellectuels, nous avons des brillants écrivains, nous avons des brillants universitaires. Donc, il faut essayer de convaincre ces personnes qui ont un a priori positif sur la question du Sahara occidental. Encore une fois, il veut l'autodétermination au Sahara occidental. Comment on peut laisser une pépite comme ça nous massacrer il y a quelques jours en disant que le danger est algérien? Comment c'est possible? Où est le soft power algérien? والله القوة ناعمة الجزائرية اللي كانت في الستينات في السبعينات في الثمانينات والراهي كيف نخلو philosophe كيما ميشيل أونفراي يكسرنا في الإعلام? Mais c'est pas possible ça. Et en plus, vous savez ce qu'il disait Michel Onfray? Il disait que aujourd'hui en Algérie, nous assistons à un effondrement intellectuel. Vous imaginez? وراهم les كاتب ياسين, وراهم les مولود معمري, وراهم les محمد ديب, وراهم. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, mes chers compatriotes, comment vous dire?
dans cette nouvelle bataille d'Alger dont je vous parle, ce n'est pas avec des communiqués, aussi brillants soient-ils, que nous allons réussir à convaincre des grands philosophes, à la fois européens, latino-américains ou asiatiques. Non, il faut un vrai soft power, un vrai. Mais quand je dis un vrai, c'est un vrai. Parce que pour gagner ce rapport de force avec l'État français qui a décidé de déclarer la guerre médiatique, politique, diplomatique, intellectuelle, judiciaire à l'Algérie, il nous faut un vrai soft power, un vrai. Une vraie Quwa Naïma, une vraie de vrai. Alors on va arriver. Le thème du jour, c'est le soft power. Car aujourd'hui, le soft power algérien est totalement inexistant. Totalement inexistant. Alors le soft power, c'est quoi? Pour rentrer dans les détails. Le soft power, mes chers compatriotes, donc c'est un concept qui a été développé donc par Joseph Nye, qui était sous-secrétaire d'État donc à la sécurité nationale de l'administration Carter. Carter était président entre 1976 et 1980 aux États-Unis. Et le principe de ce concept, c'est de coopter au lieu de contraindre, c'est-à-dire séduire plutôt que forcer. Et donc Joseph Nye, qui s'est retrouvé ensuite secrétaire adjoint à la défense de Bill Clinton, vous savez, aux États-Unis, quand un élément est bon, on le reprend. Et c'est l'Amérique, c'est la force de l'Amérique. Vous savez que Joseph Nye, en plus d'avoir été sous-secrétaire d'État à la défense sous Carter et secrétaire adjoint à la défense de Bill Clinton, était aussi professeur à la Kennedy School of Government, donc de l'université d'Harvard. Vous savez qu'Harvard, c'est la première université dans le monde. Alors, notre ami Joseph Nye disait que la puissance en cette fin de XXe siècle a changé de nature. La force militaire ou politique ne suffit plus pour qu'un État obtienne ce qu'il veut d'un autre État. Donc je répète, la force militaire ou politique ne suffit plus pour qu'un État obtienne ce qu'il veut d'un autre État. Prenons l'exemple de l'Algérie et de la France. L'Algérie ne veut pas que la France reconnaisse la marocanité du Sahara occidental. Ce n'est pas avec un communiqué ou en rappelant l'ambassadeur que nous allons obtenir de la France ce qu'on veut, c'est-à-dire que la France reste dans le cadre des Nations Unies pour régler le problème du Sahara occidental. Donc, je poursuis. Et il dit que l'hégémonie, c'est-à-dire la domination, au-delà de la réalité crue des rapports de force, c'est toujours conjugué avec la séduction. Pas beaucoup de séduction aujourd'hui de la part de l'intelligentsia algérienne en France. Mais il y a des séductions de l'ambassadeur d'Algérie à Washington. Vous avez vu l'entretien absolument extraordinaire, étonnant, inhabituel, iconoclaste qu'il a accordé donc à USA Today et donc une journaliste américaine. L'Algérie fait vraiment du soft power aux États-Unis. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose en France? Pourquoi il n'y a pas de soft power algérien en France, comme celui qui est en train de faire son excellence Monsieur Sabri Bokaddoum aux États-Unis? Il fait du soft power. Oui, il fait de la séduction. Parce que je pense que Sabri Bokaddoum a lu Joseph Nye. Mais comme on n'a pas d'ambassadeur en France, d'Algérie en France, bah, il n'y a pas de séduction, on a des TikTokers. Nous avons des TikTokers qui font office de soft power en Algérie, puis en France, pardon. Et après, on laisse
on laisse les diplomates, les politiques, les juristes, les juges comme Trévidic qui dit allez, il faut un coup d'État en Algérie, il faut renverser le régime. Voilà, c'est eux qui font office d'ambassadeurs, polyglottes, des gens qui maîtrisent le verbe, qui maîtrisent les éléments de langage. Bon, vous avez compris, il y a un décalage énorme entre la stratégie que l'Algérie adopte aux États-Unis, qui est là, tout en haut, et la stratégie que nous adaptons en France, et qui nous amène tout droit à la catastrophe. À la catastrophe. Nous n'avons ni choisi de remettre un ambassadeur, ni voulu rompre les relations diplomatiques. Et il ne faut pas rester au milieu. Il faut choisir. Il faut choisir. Ou bien on remet un ambassadeur du gabarit de son Excellence Sabri Bokadoum, ou bien on rompt clairement les relations diplomatiques, comme cela avait été le cas entre l'Algérie et les États-Unis entre 1967 et 1974, suite à l'agression barbare de Tel Aviv en Égypte, en Syrie, en Palestine, en Jordanie, en juin 67. Donc il faut choisir, on ne peut pas rester comme ça là. Regardez, là on se fait insulter matin, midi et soir. Donc revenons au concept de soft power. Donc, Joseph Nye, encore une fois, Joseph Nye, il affirme que la puissance américaine n'était pas en déclin, parce qu'on parlait beaucoup de déclin dans les années 70-80, puisque le concept de puissance n'était plus le même et devait être reconsidéré. Donc, encore une fois, ce concept de Rouwa Naïma, de soft power, de pouvoir doux, a été développé par Joseph Nye en 1990. Donc Joseph Nye, il soutenait que désormais les États-Unis disposaient d'un avantage comparatif nouveau qui était amené à jouer un rôle croissant à l'avenir. Alors de quoi parlait-il? Il parlait de la capacité de séduire et de persuader les autres États sans avoir à user de leur force ou de leur menace. Alors je vais vous prendre un exemple concret. Regardez ce qu'a dit Trump avant même qu'il devienne président, officiellement. Bon, il est devenu président, donc électoralement au mois de novembre 2024, mais il est devenu officiellement président le 20 janvier 2025. Dès qu'il est devenu électoralement président en novembre, il a lancé un ultimatum à Tel Aviv et au Hamas en leur disant « Si vous ne mettez pas en place une trêve avant le 20 janvier, ma riposte va être terrible. » Il n'a pas envoyé un seul missile, Trump. Les deux se sont exécutés, comme par hasard, le lendemain de son intronisation à la Maison-Blanche. Tel Aviv et le Hamas ont dit « Ok, on fait une trêve, on va commencer à libérer des otages. » Vous vous rendez compte? Il n'a même pas envoyé un seul missile. Extraordinaire. Et ben ça, c'est le soft power américain dont parle Joseph Nye. C'est ce qu'il disait. Il disait « Il faut qu'on obtienne des résultats, qu'on arrive à séduire et à persuader les autres États sans avoir à user de la force. » Et il continue. Pour Joseph Nye, il s'agit d'une nouvelle forme de pouvoir dans la vie politique internationale contemporaine qui ne fonctionne pas sur le mode de la coercition. Coercition, c'est-à-dire la violence, la carotte et le bâton, mais sur celui de la persuasion. Faut convaincre. Par exemple, comme je vous ai dit, pour notre ami Michel Onfray, qui a 215 millions d'euros de fortune personnelle, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le frapper, on peut juste le convaincre avec des vrais arguments. Et ça fait partie du soft power, du pouvoir doux au one-name. Donc je poursuis. Et il disait, donc la persuasion c'est quoi? C'est la capacité de faire en sorte que l'autre veuille la même chose que soi. Mais oui, comment convaincre aujourd'hui, par exemple, comment convaincre la France qu'elle veuille la même chose que l'Algérie ou que le peuple sahraoui, c'est-à-dire un référendum afin d'organiser l'autonomie ou l'indépendance à venir? Ben oui, il faut convaincre, il faut des arguments, il faut réfléchir, il faut... Comment dirais-je? Là, dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, il y a zéro argument, excusez-moi, mais il n'y en a aucun. Vous pouvez le lire et le relire, il n'y en a aucun argument. On ne va pas convaincre ni les États-Unis, ni les Russes, ni les Anglais, ni les Chinois, ni les Français, qui ont
On répète toujours les mêmes arguments de l'ONU, de l'ONU, de l'ONU, de l'ONU, qui datent de 50 ans. Regardez, les États-Unis ne parlent pas d'ONU, la France ne parle pas d'ONU, l'Angleterre ne parle pas d'ONU, la Chine ne parle pas d'ONU, la Russie ne parle pas d'ONU. Vous avez entendu la Russie parler d'ONU quand il s'agit de Crimée? Pas du tout. Elle ne parle pas d'ONU. Parce que si elle parlait d'ONU, ils ne pourraient pas envahir la Crimée. Eh oui. Et les États-Unis, vous croyez qu'ils ont parlé de l'ONU quand ils ont dit qu'on va faire de Gaza un nouvel État américain? Non. Vous croyez que les Chinois, ils parlent de l'ONU quand ils disent qu'ils veulent récupérer Taïwan? Non, il n'y a pas d'ONU. L'ONU, c'est démodé. C'est fini l'ONU. Ça marchait dans les années 60, dans les années 70. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Je poursuis. Selon Joseph Nye, toujours notre intellectuel homme politique américain, le soft power ou la puissance de persuasion repose sur des ressources intangibles, écoutez-moi bien, telles que l'image ou la réputation positive d'un État. Nous avions une très bonne image dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'à la décennie noire, on était parfait. Après, vous savez ce qui s'est passé. Donc, l'image ou réputation positive d'un État, prestige, c'est-à-dire performance économique ou militaire, performance économique, vous savez qu'on n'a pas d'économie, on a du gaz et du pétrole, mais on n'a pas d'économie. Militaire, nous achetons beaucoup d'armes, mais nous ne produisons rien du tout, parce que tous nos talents sont à l'étranger. Capacité de communication. Capacité de communication. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme capacité de communication? Aux États-Unis, on a un brillant ambassadeur. En France, nous n'avons pas d'ambassadeur. Est-ce que nous avons une chaîne internationale comme Al Jazeera? Non, nous avons commencé Alger 24 News. C'est bien, ça commence bien. Il faut renforcer Alger 24 News. Donc je poursuis. Le degré d'ouverture de sa société. Je suis un AXA. L'exemplarité de son comportement, c'est-à-dire de ses politiques intérieures, mais aussi de la substance et du style de sa politique étrangère. Alors vous avez vu que la politique étrangère algérienne, elle est extrêmement volatile en ce moment, très très volatile. Le non-alignement, le tiers-monde, Bandoug, quand on entend la déclaration de son Excellence l'ambassadeur d'Alger aux États-Unis, on est loin de Bandoug, on est loin du non-alignement. Donc il y a peut-être une explication à donner au peuple algérien pour dire quelle est la nouvelle doctrine algérienne sur le plan diplomatique. Où sommes-nous? Où nous situons-nous sur l'échiquier international? Est-ce qu'on est avec les Africains? Est-ce qu'on est avec les Arabes? Est-ce qu'on est avec les musulmans? Est-ce qu'on est avec les Russes? Est-ce qu'on est avec les Chinois? Est-ce qu'on est avec les Américains? Est-ce qu'on est avec les Européens? Est-ce qu'on est avec les Espagnols? Avec les Français? Contre les Français? Il faut une clarification de la nouvelle doctrine diplomatique algérienne de façon à avoir de la lisibilité. Parce qu'on ne peut pas exercer de soft power sans une lisibilité, sans une clarification. Je continue. Parmi les critères du soft power, l'attractivité de sa culture. Donc la culture algérienne, vous savez qu'elle est hybride. Elle est amazigh, elle est arabe, elle est européenne. Voilà, il faut la rendre aussi visible. Il faut faire la promotion de la culture algérienne. Pourquoi pas la Derija? La Derija, c'est une langue. Pourquoi pas ouvrir des centres culturels Derija à l'étranger? Vous savez, il y a l'Institut Cervantes français, il y a comment s'appelle, l'Institut français qui s'occupe de la promotion de la langue française, donc de la francophonie. Il y a l'Institut Goethe allemand, il y a aussi l'Institut chinois. Maintenant, vous savez qu'il y a, je crois, 217 instituts chinois à l'étranger. Mais nous, en dehors du centre culturel algérien à Paris, voilà, nous sommes un peu légers, si vous avez compris le sens de ma remarque. On continue. Donc, l'attractivité de sa culture, de ses idées religieuses, politiques, économiques, philosophiques. Son rayonnement scientifique et technologique. Rayonnement scientifique et technologique. Vous savez que 90% de nos scientifiques sont à l'étranger aujourd'hui. Alors nous sommes très contents à chaque fois qu'il y en a un qui réussit quelque chose. Nous le célébrons, mais il réussit à l'étranger, il réussit pas à l'Algérie. Et vous savez que je milite pour l'ouverture d'un consulat d'Algérie en Californie, à San Francisco.
vous le savez. Et alhamdoulilah, en juillet 2024, le président Sir Abdelmajid Tebboune a signé un décret pour l'ouverture d'un consulat général d'Algérie dans la Silicon Valley. Silicon Valley à San Francisco, là où il y a 90% de toutes les entreprises de nouvelles technologies dans le monde. Il a signé un décret, il a même prévu un budget. Juillet 2024. Donc moi, je m'attendais à ce que le consulat soit ouvert, je sais pas, en septembre, octobre, novembre, juste après les élections présidentielles 2024. On est en mars 2025. Et il n'y a toujours pas de consulat général d'Algérie à San Francisco, là où il y a 90% de toutes les entreprises mondiales de nouvelles technologies. Le président a fait ce qu'il faut. Il y a Texaha, il y a Sid Raïs. Mais que fait le ministère des Affaires étrangères? Pourquoi il n'y a pas de consulat d'Algérie à San Francisco alors qu'il y a un consulat? Côte d'Ivoire, Sénégal. Sénégal, c'est un petit pays. Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Depuis 43 ans, il y a un consulat de Côte d'Ivoire, San Francisco. Et je connais parfaitement le consul honoraire, c'est un ami. Et j'étais en contact avec le consul du Sénégal aussi. Je poursuis. La place d'un État au sein des institutions internationales lui permettant de contrôler l'ordre du jour de ces débats. Je répète, la place d'un État au sein des institutions internationales lui permettant de contrôler l'ordre du jour de ces débats et donc de décider de ce qui est légitime de discuter ou non et de figer des rapports de puissance au moment où ils lui sont le plus favorables. Vous n'avez pas remarqué que les États-Unis d'Amérique, quand ils ne veulent pas discuter d'un sujet, hop, ils n'en parlent pas. La création d'un État palestinien, il y a 144 pays qui ont dit oui, nos amis américains ont dit non, car ils ont du soft power, nos amis américains. Ils ont le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, s'ils veulent pas qu'un sujet soit débattu, il ne sera pas débattu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'État palestinien aujourd'hui. Mais j'avais proposé une idée à la diplomatie algérienne. Vous savez pourquoi les Américains n'ont pas voulu qu'un État palestinien? Parce qu'ils ne veulent pas que dans cet État palestinien, le Hamas joue un rôle politique. Donc moi, j'avais trouvé la solution. Humblement, modestement, j'avais proposé au ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attar, de soumettre une résolution avec la création d'un État palestinien, avec uniquement la partie nord de la Palestine, c'est-à-dire là où il y a Ramallah. Parce que vous savez que les Américains n'ont pas de problème avec Mahmoud Abbas, aucun problème avec l'autorité palestinienne. Ils ont un problème avec le Hamas. Il n'y a pas que les Américains qui ont un problème avec le Hamas. Il y a l'Amérique, l'Angleterre, la France. 3 des 5 pays qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies ont dit « nous ne voulons pas du Hamas » dans le cadre de cet État palestinien. Donc il fallait être intelligent. Il faut réfléchir un petit peu. Donc puisque vous savez que les Américains, les Français, les Anglais ne veulent pas du Hamas pour accepter l'idée d'un État palestinien, il suffit simplement de reporter à plus tard un moratoire la question de Gaza et s'occuper d'abord de la question de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire créer un État à Ramallah. À partir du moment où on a un État palestinien créé avec comme capitale Ramallah, et là, cet État palestinien, il pourra faire la promotion de l'unification de toute la Palestine, c'est-à-dire en intégrant Gaza dans un deuxième temps, mais il aura la légitimité internationale. Mais notre ministre n'a pas voulu tenir compte de ma proposition et aujourd'hui, vous avez vu, quelques semaines plus tard, notre ami Trump a dit que Gaza c'était américain. Vous savez, comment dirais-je, et je vais arriver à la deuxième partie de ma réflexion. Je vais y arriver. Vous savez, dans un pays, nous avons des institutions. L'institution de la présidence de la République, de l'armée, la police, la diplomatie, des finances. Nous avons plusieurs institutions. Et si nous voulons qu'un pays
puisse avoir une image, une notoriété, un prestige au niveau international, il faut qu'il soit à l'écoute de toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire à l'écoute des journalistes, des intellectuels, des universitaires, des scientifiques, des penseurs, des philosophes. Il faut qu'il soit ouvert, notre pays. Mais quand certains d'entre nous, et j'en fais partie, faisons des propositions à notre président, à notre ministère des Affaires étrangères, à notre ministre de la Communication, etc., etc., et que aucune de ces propositions n'est entendue, n'est étudiée, bien évidemment que on manque des opportunités importantes de défendre les idées ou les causes qui nous tiennent à cœur. Par exemple, pour la question du Sahara occidental, depuis 10 ans, j'ai proposé l'idée d'un condominium algéro-marocain provisoire pendant 10 années sur le Sahara occidental. Il y aura un référendum pour savoir si les Sahraouis acceptent cette idée de condominium. Et au bout de 10 ans, on poserait la question aux Sahraouis si est-ce que vous voulez rester dans le cadre du condominium algéro-marocain, est-ce que vous voulez l'autonomie, est-ce que vous voulez l'indépendance. Donc on consulterait d'abord maintenant et dans 10 ans les Sahraouis pour savoir si ils approuveraient une de ces 3 hypothèses. Mais notre diplomatie n'en fait qu'à sa tête. Parce qu'ils pensent tout savoir. Ça fait 50 ans qu'on répète la même chose. L'ONU, 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 l'ONU. Et bien aujourd'hui, l'ONU n'a aucune valeur. Et nous en sommes au point mort. C'est-à-dire que 80% du territoire sahraoui est complètement investi par le Maroc, qui développe des routes, des hôpitaux, des écoles, des entreprises, qui attire des consulats étrangers. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça, et on dit, ah non, non, nous c'est l'ONU, l'ONU, l'ONU. Mais l'ONU n'a plus aucun pouvoir maintenant au Sahara occidental. 0 pouvoir. La preuve, les Américains reconnaissent le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Les Français aussi, les Espagnols, les Allemands. Et nous, on continue à répéter la même chose. Vous savez ce qu'on est en train de faire? Notre diplomatie. Vous savez que les diplomates qui s'occupent du dossier du Sahara occidental ont été nommés par Bouteflika, vous le savez, j'espère. C'est pas Hamid Tebboune qui les a nommés. Donc c'est des gens qui ont été nommés par Bouteflika. Et vous savez qu'on a 20 ministres algériens premiers ministres qui ont été emprisonnés. Vous avez compris à quoi je vais arriver. Est-ce que vous connaissez Pavlov? Pavlov, vous savez que les réflexes pavloviens. Pavlov a étudié les réactions des chiens à chaque fois, pour voir un peu comment réagissent les chiens en fonction de tel son, telle image. Bref, il a étudié le comportement des chiens en fonction du contexte et d'un environnement donné. Donc son livre, c'est Réflexe conditionnel et inhibition. Réflexe conditionnel, c'est-à-dire que on conditionne un chien ou un peuple à dire la même chose. Et inhibition, c'est-à-dire on lui dit attention, tu te censures, ne dis pas certaines choses. Et pour notre ami Pavlov, donc il dit que on peut faire répéter la même chose sans que des animaux ou des peuples ou des citoyens se rendent compte. Ils répètent toujours la même chose. Et donc ceux qui gèrent notre dossier de la diplomatie algérienne sur la question du Sahara occidental répètent comme un réflexe pavlovien la même chose depuis 50 ans, sans aucune réflexion nouvelle, sans aucune créativité. Rien. Vous avez vu Trump, comment il gère le dossier de l'Ukraine? Il dit pas aux Russes, bon, sortez de la Crimée, sortez du Donbass. Non, il dit, on tient compte du contexte actuel, de la réalité actuelle, et on négocie. Et Trump, c'est la première puissance mondiale. Il dit pas l'ONU, hein, il dit pas l'ONU demande à reconnaître la souveraineté totale du territoire ukrainien. Non, il dit, on tient compte de la réalité actuelle. Et notre ami Tchakotine, Serge Tchakotine, a écrit un livre qui s'appelle « Le viol des foules et la propagande politique ». Et il avait été à la même école que Pavlov. C'est-à-dire que les foules, on peut les manipuler comme on veut. Et on leur fait répéter ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle le réflexe pavlovien. Donc moi, vous savez, mes chers amis, je ne suis pas le chien de Pavlov. Et personne va me dire ce que je dois penser ou ce que je dois proposer. Rabbi Subhanahu m'a donné un cerveau pour l'utiliser et pour proposer des idées nouvelles. Et j'entends bien à ce que mes idées nouvelles soient discutées sur la place publique par le peuple algérien. Même si les incompétents
qui gèrent le dossier du Sahara occidental ont échoué, il y a toujours la possibilité d'y remédier. صحة سحوركم وصحة رمضانكم إن شاء الله. بارك الله فيكم والتحية الجزائر. والله يرحم